Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On vient de terminer la petite série sur l'histoire de l'équipe de France en 10 épisodes pour vous introduire un petit peu ma chaîne YouTube. À présent, on va se diriger vers l'Amérique du Sud, un continent qui me tient à cœur, et on va essayer de retracer une anecdote qui mélange l'histoire et le football dans chaque petit pays. Et on va commencer évidemment avec le Brésil. Et si j'ai ce bandana, c'est parce qu'on va parler d'un joueur qui a marqué l'histoire du Brésil, Socrates, et également la démocratie corinthienne. Allez, c'est parti, on commence directement. Socrates est né le 19 février 1954 à Belém. Quand il a 10 ans, donc en 1964, il y a un coup d'état de l'armée, bien sûr aidé par les États-Unis, qui va prendre le pouvoir au Brésil et installer une dictature et tout ce qui va avec, donc enfermer les opposants politiques et diriger le pays d'une main de fer. Le papa de Socrates s'appelle Raimundo Vieira de Oliveira, et donc juste quand la dictature prend place, il y a une scène qui va beaucoup marquer Socrates. Son père va brûler ses livres, donc faire un gros feu dans le jardin et brûler de nombreux livres, surtout ses œuvres philosophiques, car il a peur d'être accusé d'opposant politique et d'être arrêté. D'ailleurs, pour vous prouver l'attachement du père qui est très cultivé pour la culture philosophique, ses trois premiers fils vont avoir des noms de philosophes ou de penseurs grecs, donc le plus grand Socrates, ensuite Sophocle et ensuite Sosthène. Mais la maman ne laissera pas le père donner des noms de philosophes à chacun de ses fils, elle reprendra le relais pour les trois fils d'après, donc du coup le quatrième s'appelle Raimundo Junior, le troisième Reinaldo, et le sixième, le dernier de la famille, un certain Rai qui jouera au PSG, qui deviendra une légende et qui est donc le petit frère, le dernier de la lignée et le petit frère de Socrates. Dans les années 70, Socrates a environ 17-18 ans, il est un passionné de football et joue au football et est déjà très fort, il évolue à un très bon niveau, c'est ce qu'on verra par la suite, mais ça ne l'empêche pas également de poursuivre ses études de médecine dans une famille brillante, et d'ailleurs il deviendra docteur et ça sera un de ses surnoms par la suite. À 20 ans, Socrates se marie avec Regina et quelques mois plus tard il a son premier fils qui s'appellera Rodrigo. Mais Socrates est quelqu'un qui adore faire la fête, il adore sortir, voir ses amis, boire des coups, fumer. Son hygiène de vie n'est pas la meilleure du monde, mais il continue une très très bonne carrière de football. En effet, entre 74 et 78, donc entre ses 20 ans et ses 24 ans, Socrates évolue dans le club de Botafogo, un club qui est situé entre Sao Paulo et Rio. Socrates est un très bon joueur du championnat, il est même meilleur buteur lors de sa deuxième ou troisième année, et des grands clubs commencent à le courtiser, sont évidemment intéressés par le profil de ce joueur qui est différent des autres. Différent des autres pourquoi ? Car c'est un joueur qui est très grand, mais qui est très à l'aise techniquement, c'est un milieu de terrain qui marque beaucoup de buts, il peut également évoluer en défense. Socrates peut quasiment tout faire sur un terrain de football. En 78 donc, les trois gros clubs de Sao Paulo vont commencer à lui faire les yeux doux et à lui faire des offres. Donc le Palmeiras, le club des Italiens, le Sao Paulo FC, le club de la bourgeoisie, et évidemment les Corinthians, le club du peuple de Sao Paulo, et Socrates va opter pour les Corinthians. Lorsqu'il arrive à Sao Paulo, Socrates est marqué par les premiers mouvements sociaux que traverse le pays, qui vont tout simplement défier la dictature, et donc Sao Paulo est une ville ouvrière, et c'est de là que vont partir les premières émeutes, les premières manifestations pour contester la dictature en place. Ces grèves sont menées par un certain Lula qui deviendra dans le futur le président du Brésil, et Lula est également un grand supporter des Corinthians. Il déclarera d'ailleurs une phrase que je trouve extraordinaire. Tout l'engagement politique de ce club, et on le verra par la suite, qui va marquer l'engagement. Ailleurs, ils ont des supporters. Ici, aux Corinthians, nous avons des militants. Donc entre 78, 79, 80, Socrates évolue au sein des Corinthians. Il n'y a pas de fait marquant en termes de football, mais en termes de mouvements sociaux, de plus en plus de grèves et de manifestations se font ressentir, surtout à Sao Paulo, qui est vraiment un foyer de contestation. L'année 81 est malheureusement une année noire pour le Corinthians, qui va descendre en deuxième division. Du coup, Vincent Mateus, le président, va laisser sa place à une autre personne, Adilson Antero Alves.
C'est un sociologue, il a 35 ans, il est très jeune, il ne connaît pas grand-chose au football, mais sa famille est très implantée dans le club, c'est pour cela qu'il est mis à ce poste-là. Donc il ne connaît pas forcément énormément le football, même si quand on est brésilien, on connaît forcément le football, ça fait partie de la vie de tous les jours. Mais c'est un réel opposant à la dictature, il est engagé dans des mouvements étudiants et a déjà été emprisonné comme un opposant politique. Donc les Corinthians, malheureusement, sont descendus en deuxième division. Alves vient de prendre le poste de directeur et il va convoquer tout le monde à une réunion de 30 minutes, les joueurs et le personnel, afin de comprendre qu'est-ce qui a mené le club en deuxième division et quelles sont les solutions ou qu'est-ce qui peut être mis en place pour que le club remonte en première division et reparte sur de bonnes bases. À l'époque, il y a trois fortes personnalités dans le vestiaire des Corinthians. Socrates, évidemment, brillant, joueur de football mais à la fois docteur et donc très cultivé. Il y a également Vladimir qui est très engagé dans le syndicat des joueurs pour le droit, qui milite pour le droit des joueurs et également qui s'oppose à la ségrégation raciale. Enfin, on parlera de Casagrande qui a 19 ans mais qui est déjà très engagé politiquement et qui a déjà réalisé une manifestation en soutien à l'enfermement des opposants politiques. Donc cette réunion devait durer que 30 minutes. Au final, elle durera toute la nuit entre Alves, les dirigeants du club et les joueurs emmenés par les trois personnes que je viens de vous citer, et des grandes mesures vont suivre cette réunion. Premièrement, toutes les décisions qui seront liées au club des Corinthians vont être soumises à des votes. Et qui va pouvoir voter? Toutes les personnes du club. Toutes les personnes du club auront un vote et auront le même poids que vous soyez chauffeur de bus, jardinier, joueur de football, dirigeant. Chacun a son vote, chacun a sa voix et chacun peut donner son opinion sur les décisions du club. On peut voir là le début d'une démocratie et cela donnera son nom donc au mouvement de ce club qui s'appelle la démocratie corinthienne. La deuxième réforme marquante lors de cette réunion est qu'il va y avoir une redistribution de l'argent plus équitablement entre les joueurs, les dirigeants, mais également les salariés du club, notamment sur les droits de billetterie et sur les droits de sponsoring. Troisième point, on va laisser plus de liberté aux joueurs et aux coachs afin que ceux-ci puissent décider de l'heure des entraînements, et également on va supprimer les mises au vert. Donc ça permet aux joueurs de pouvoir passer leur samedi soir à faire la fête, parce que comme je vous l'ai dit, Socrates ainsi que ses deux compères, donc Vladimir et Casagrande, sont des bons fêtards. Ils aiment assister à des concerts de rock, à boire de la bière et à fumer des cigarettes. Donc c'est le début de ce qu'on appelle la démocratie corinthienne. Chaque membre du club a une voix pour toutes les décisions qui vont être prises par le club, donc c'est quelque chose de novateur dans ce pays comme le Brésil qui est gouverné par une dictature. Et Casagrande résume bien le début de cette réunion qui dit que c'était extraordinaire pour un joueur de foot de pouvoir jouer au football, donc faire sa passion, mais également pouvoir avoir cette liberté de pouvoir s'engager politiquement, et puis également vivre sa vie, donc aller à des concerts, boire des coups avec ses amis. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire à l'époque. Évidemment, si je vous parle de cette histoire, c'est qu'elle fonctionne bien, et les Corinthians vont très vite remonter en première division, emmenés par leurs trois joueurs qui vont survoler la seconde division, surtout que l'équipe commence à vraiment jouer de manière assez exceptionnelle. C'est un jeu qui est artistique, Socrates est un leader charismatique sur le terrain et en dehors, et donc on va dire que la sauce prend pour les Corinthians avec ces nouvelles mesures, et donc les Corinthians vont revenir en première division et vont même devenir des candidats sérieux pour remporter le titre. On arrive en 1982, vous le savez sûrement si vous avez suivi ma série sur l'histoire de l'équipe de France, mais en 82 se déroule la Coupe du Monde en Espagne, d'ailleurs où se déroulera un match mythique pour l'équipe de France, mais le Brésil arrive avec de sérieuses ambitions. Socrates est le capitaine de cette sélection, et il emmène cette sélection avec notamment Zico, qui est surnommé comme le Pelé blanc, donc une sacrée génération brésilienne. Et dans un climat compliqué au Brésil, avec toutes ces manifestations et un climat de dictature, le Brésil a vraiment envie de remporter cette coupe et de ramener la coupe à la maison. D'ailleurs, elle commence plutôt bien cette compétition, car elle va remporter la plupart de ses matchs amicaux contre des grosses équipes et remporter, quand elle rentre dans la compétition de la Coupe du Monde, ses 4 premiers matchs. Donc tout le monde voit le Brésil comme grand favori. Malheureusement, dans un match extraordinaire,
En demi-finale, elle va perdre contre l'Italie, qui sera la future championne du monde face à l'Allemagne qui éliminera la France. Le Brésil rentre au pays, et c'est une forte déception pour Socrates et toute l'équipe du Brésil. Mais Socrates revient motivé comme jamais pour finir la saison avec les Corinthians, surtout que le directeur sportif Alves vient d'être réélu, car vous le savez, comme dans certains clubs, donc du coup c'est les socios et les supporters qui vont élire les dirigeants, et donc Alves se représente et gagne avec une liste qui porte comme nom la démocratie corinthienne. On est toujours en 1982, on rentre de la Coupe du Monde, on parle toujours de football, mais il ne faut pas oublier que le climat au Brésil est toujours très tendu, la dictature est toujours au pouvoir et les manifestations qui étaient lancées de Sao Paulo vont commencer à s'étendre à travers le pays. Et les Corinthians, notamment menés par Alves et par des joueurs comme donc Socrates, Vladimir et Casagrande, encouragent les gens à aller voter et à contester le régime en place. Donc l'investissement du peuple à travers les manifestations, mais également donc l'aide des Corinthians qui ont une réelle image quand un club de foot encourage des gens à aller voter, vu l'amour que le peuple a pour ce club, et ben donc ces élections en 1982 vont être une réelle réussite, et donc la contestation va monter de plus en plus, et la dictature est de plus en plus en danger, car elle est à bout de souffle, et surtout que la contestation gagne le monde et gagne des voix à travers le pays. En décembre 82, donc du coup les Corinthians se sont hissés en finale du championnat local, car vous savez qu'au Brésil il y a plusieurs championnats par rapport aux régions, et parfois, surtout à l'époque, les championnats locaux sont plus importants que les championnats nationaux, surtout à Sao Paulo où il y a un vivier de bonnes équipes. Et donc les Corinthians sont en finale de ce championnat local face à l'ennemi qui est le Sao Paulo FC, et les Corinthians vont gagner. On passe en 1983 et dès le début de l'année, donc un amendement est proposé au Brésil par les opposants pour que la prochaine élection du président de la République soit élue au suffrage universel direct. Évidemment, toutes les manifestations, tous les opposants et les Corinthians encouragent ce mouvement et encouragent donc du coup cet amendement à voir le jour lors des prochaines élections. En parallèle de ça, la saison de football se passe très bien pour les Corinthians, qui vont pour la deuxième année consécutive, en 1983, se retrouver en finale du championnat encore une fois contre le Sao Paulo, donc l'ennemi juré, et remporter pour la deuxième fois de suite cette finale 1-0. Donc les Corinthians, en plus d'être un réel moteur dans la lutte contre la dictature, et sont également moteurs dans le terme sportif, car les résultats sont là, deuxième titre local en 2 ans, deuxième fois contre l'ennemi sacré, donc vraiment c'est une performance à souligner. Socrates commence à gagner en âge, et l'Europe lui tend les bras, l'Europe se l'arrache, l'Europe lui propose des gros contrats. Socrates se rend compte que c'est peut-être la dernière fois où on peut lui proposer un gros contrat, notamment la Fiorentina qui propose un deal à 10 millions d'euros, qui est pour l'époque un deal énorme. Difficile de refuser pour Socrates, mais donc du coup on a vu que avec les Corinthians ils viennent de remporter le championnat local en fin 83, sauf qu'en 84 les révoltes sont encore plus fortes à travers le pays, car l'amendement qui avait été proposé en 83 va être voté dans le début de l'année de 1984, et donc les joueurs, les dirigeants des Corinthians mais également le peuple sont de plus en plus opposés et font de plus en plus d'événements pour encourager les gens à aller voter et que cet amendement passe. Les manifestations se font de plus en plus grandes. Une manifestation à Rio de Janeiro réunira plus de 2 millions de personnes, c'est énorme. Et une manifestation à Sao Paulo réunira 1,5 million de personnes, avec évidemment en début de cortège les Corinthians avec leur banderole démocratie corinthienne et Socrates qui la tient avec les différents joueurs. Et à la fin de cette manifestation, Socrates va monter sur l'estrade et parler au micro devant la foule entière et dire « Si l'amendement passe, je reste au Brésil ». Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui le geste le geste de Socrates qui est prêt à mettre de côté l'argent et la notoriété qu'il pourrait avoir en Europe, il mettrait ça de côté pour que l'amendement et donc que toute sa détermination et son idéologie prennent place au Brésil. Je trouve que ce geste est fort et je trouve ça magnifique. Malheureusement, les élections ne se passeront pas de la meilleure des manières, car l'amendement va passer,
mais pas de la manière dont les opposants le voulaient. Les opposants demandaient une élection présidentielle au suffrage universel direct, et malheureusement, c'est le suffrage universel indirect qui passera. Donc pour Socrates, c'est une défaite, même pour les opposants, et donc Socrates décidera donc, comme lorsqu'il l'avait dit lors de la manifestation, il va, les conditions n'ont pas été comme les conditions n'ont pas été mises en place lors de l'élection, Socrates va pouvoir s'envoler vers la Fiorentina. Pour la petite anecdote, c'est le début de la fin de la démocratie corinthienne, car la même année, donc Socrates s'en va en Italie, au Fiorentina, jouer en Europe. Vladimir va se blesser, malheureusement, le buteur des Corinthians, et Alves va perdre aux élections du club. Donc, en termes sportifs, les Corinthians vont beaucoup moins bien, car des joueurs cadres se sont blessés ou sont partis. Et au niveau politique, donc c'est la fin de la démocratie corinthienne et du mouvement de démocratie du club des Corinthians. Mais paradoxalement, si c'est la fin de la démocratie corinthienne, donc au sein de ce club de football, toutes les contestations et l'amendement qui était passé à moitié n'aura pas été vain, car un nouveau président va arriver à la tête du pays, qui s'appelle Tancredo Neves, et qui lui va abroger toutes les mesures de la dictature, donc en 85. Donc on peut quand même souligner que la démocratie corinthienne, c'est tous les mouvements qui ont été mis en place dans le pays, ont servi à quelque chose et ont amené en 85 la fin de cette dictature. Vladimir va bien résumer ce que j'essaie de vous expliquer à travers la métaphore du football. Donc du coup, Vladimir dit dans une interview que tout le peuple, toutes les manifestations, donc toute l'équipe créée par la contestation a permis à l'équipe d'obtenir un penalty, et la démocratie corinthienne, amenée par les joueurs et par les images fortes des joueurs, ont pu transformer ce penalty et donc amener à la fin de la dictature. La dictature avait pris place en 64, donc 10 ans après la naissance de Socrates, et elle prendra fin en 84, et la démocratie corinthienne est mise en place de 81 jusqu'à 84, donc dans les dernières années de cette dictature, et poussera les dernières pierres pour faire tomber cette dictature. Et donc c'est pour cela que j'ai tourné cette vidéo, et que j'ai voulu vous transmettre ces anecdotes que vous ne connaissiez peut-être pas, mais je trouve ça extraordinaire que des joueurs, qu'un club ait pu aider à mobiliser un peuple, à aider dans des manifestations pour faire tomber un pouvoir en place, un pouvoir de dictature. Et donc je trouve ça énorme, et je pense que le sport a une grande place dans la vie publique, dans la vie politique. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est également pour ça que je voulais tourner cette vidéo maintenant, et l'une des premières sur ma chaîne, pour faire le rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui. Quand je vois de nombreux sportifs, notamment donc aux États-Unis, donc de nombreux basketteurs, de nombreux footballeurs américains qui ont pu s'engager avec la cause noire, avec le hashtag et la cause Black Lives Matter, contre les violences policières faites à l'encontre des personnes de couleur noire. Je trouve ça énorme. Je trouve que des personnalités publiques comme LeBron James, comme d'autres, j'en oublie sûrement, mais qui peuvent entraîner des foules, qui ont un certain pouvoir qui peuvent faire passer un message et qui seront entendus. Et je fais même le rapprochement avec le football et avec un certain Marcus Rashford. J'ai adoré son geste. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé donc au Royaume-Uni, avec le Premier ministre Boris Johnson qui voulait réduire les aides aux repas ou à des classes plus populaires, et Marcus Rashford qui a décidé d'aider et donc de reprendre ces aides, et donc tellement ça a fait de bruit que Boris Johnson est revenu sur sa décision. Et donc encore une fois, je pense que le sportif ne doit pas être cantonné qu'à un rôle de sportif. Il a également une voix, il a également une opinion, et il est suivi par des millions de personnes, et il peut s'engager politiquement, et c'est très important. Donc on revient sur notre ami Socrates qu'on a quitté donc en 84 quand il s'en va à la Fiorentina. Il va y réaliser 2 saisons plus ou moins bonnes, et revenir donc au Brésil, jouer un petit peu dans un des clubs de Rio de Janeiro, donc à Flamengo, et avant de revenir à Sao Paulo, faire une petite saison à Santos, et revenir dans son club où il a débuté à Botafogo. Socrates va terminer sa carrière, et donc du coup rester une personnalité publique très importante et très influente au Brésil. Il sera
un commentateur sportif et un analyste dans des émissions brésiliennes. Mais en 2011, malheureusement, donc Socrates, comme j'ai essayé de vous le dire au début de la vidéo, Socrates c'était quelqu'un qui aimait la vie, donc c'était quelqu'un qui a sûrement beaucoup fait la fête, qui a pas mal bu, qui a pas mal fumé, notamment après sa carrière, enfin même pendant d'ailleurs. Et donc du coup en 2011, c'est un moment assez dur pour Socrates, mais une légende dit que Socrates avait demandé dans ses plus grands souhaits qu'il voulait mourir un dimanche, parce que le dimanche c'est le jour du football au Brésil, et c'est le jour, il aimerait mourir un dimanche où les Corinthians remporteraient le titre de Sao Paulo. Et comme la belle histoire se finit bien dans l'histoire que je vous raconte, Socrates va être admis en réanimation dans la nuit du samedi à dimanche et malheureusement mourir dans la nuit du samedi à dimanche. Mais le dimanche se déroule la finale du championnat de Sao Paulo qui oppose Corinthians à Sao Paulo FC. Une belle affiche remportée évidemment par les Corinthians. Donc Socrates peut entre guillemets partir en paix et ce sera la fin d'un mythe et d'une grande personne qui aura marqué le football et la démocratie brésilienne. Je finirai cette vidéo par une phrase que j'aime beaucoup d'un philosophe et d'un penseur brésilien qui dit que tu peux ne pas suivre et ne pas comprendre le football au Brésil, mais si tu ne comprends pas la place du football dans la société brésilienne, alors tu ne peux pas comprendre le Brésil. Je trouve que ça résume quand même beaucoup de choses par rapport à ce que j'essaie de vous faire passer dans cette vidéo, et la place du sportif, à travers le sport, mais également la vie politique et l'histoire d'un pays. En tout cas, on finit la vidéo sur ces belles paroles. Socrates, je porte ce bandeau en son hommage dans cette vidéo. Et là, lors de la prochaine vidéo, on se dirigera vers un pays voisin du Brésil, donc l'Argentine, où deux philosophies de jeu se battent depuis des décennies, le billardisme et le menotisme. Allez, à bientôt l'équipe!